place maintenant à la première intervention scientifique de la soirée. Et c'est à Liège, au Giga Consciousness, que ce fabuleux voyage a démarré. Accueillons maintenant les chercheuses Audrey Van Odenoys et Olivia Gosseries, qui ont été parmi les premières à développer un projet de recherche très ambitieux sur la question. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, j'aimerais remercier l'Institut Transsciences de me permettre d'être ici devant vous ce soir pour présenter les travaux que ma collègue Olivia Gosseries, qui est actuellement aux États-Unis, et moi-même menons à Liège autour de la transe cognitive auto-induite. Olivia et moi sommes toutes les deux, comme vous l'avez vu, chercheuses, neuropsychologues, et notre centre d'intérêt principal, c'est de mieux comprendre les processus de la conscience en étudiant d'une part des états de conscience altérés pathologiques, comme le coma, et d'autre part des états de conscience modifiés, non pathologiques, comme l'hypnose. Et en décembre 2017, nous avons eu la chance de rencontrer Corinne, et donc de découvrir la transe cognitive auto-induite. Et Corinne a accepté de participer à différents protocoles de recherche que vous avez vus en images, qui étaient très joyeux, vous avez vu les fous rires. Mais avant de vous montrer les résultats que l'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire 2 mots sur ce que l'on sait de la conscience d'un point de vue neurophysiologique. Donc, en quelques mots, pour être conscient, il faut qu'un réseau que l'on appelle le réseau fronto-pariétal soit activé, c'est-à-dire fonctionne bien, mais également il faut que les régions qui composent ce réseau soient connectées entre elles, communiquent entre elles et communiquent avec cette petite région à l'arrière de votre cerveau qui relie le cerveau et la moelle épinière, le thalamus, soient connectées avec ces régions. D'autre part, on sait qu'au sein de cette conscience, on peut diviser la conscience en 2 types de conscience. Il y a la conscience interne ou la conscience de soi. C'est cette conscience que vous avez de vous-même, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur de votre tête. Et la conscience externe ou la conscience de l'environnement qui vous entoure. Et vous savez que si maintenant vous allez être plongé dans vos pensées, être avec votre petite voix intérieure, vous allez être beaucoup moins sensible à ce qui se passe autour de vous. Et à l'inverse, si vous êtes très concentré sur ce que je vous dis, sur ce que vous voyez, sur votre environnement, vous allez être beaucoup moins dans vos pensées. Donc on dit que ces 2 types de conscience, interne et externe, sont anticorrélés, elles ne fonctionnent pas en même temps. Et au niveau du cerveau, ça se passe de la même manière. On a observé qu'il y avait 2 réseaux distincts. En bleu, vous avez le réseau lié à la conscience interne, la conscience de soi, qui comprend des régions préfrontales, et le précuneus qui se trouve au milieu à l'arrière de votre cerveau. Et en rouge, vous avez ce réseau temporo-pariétal qui est lié à la conscience de l'environnement. Et à nouveau, ces 2 réseaux ne fonctionnent pas en même temps. C'est-à-dire que plus le réseau de la conscience interne est activé, plus le réseau de la conscience externe est désactivé, fonctionne de manière moins importante, et inversement. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est en état de transe cognitive auto-induite. Et pour cela, je vais tout d'abord laisser la parole à ma collègue Olivia Gosseries. On peut passer à l'autre dia. Merci Audrey. Tout d'abord, Corinne a dû apprendre à rester en transe sans bouger, ce qui est un véritable défi. Ensuite, on a placé un casque EEG sur sa tête et nous avons ensuite stimulé son cerveau grâce à des stimulations magnétiques. Nous avons ensuite analysé la réaction de son cerveau, c'est-à-dire comment l'information qu'il reçoit est traitée, soit quand Corinne était au repos en état de conscience ordinaire, soit quand elle était en état de transe. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien, comme on le voit sur l'image, durant la transe, l'amplitude de la réponse augmente lors de la stimulation frontale à l'avant du cerveau. Et ça, c'est une région du cerveau qui est notamment impliquée dans la conscience de soi. Par contre, l'amplitude diminue lors de la stimulation pariétale, qui est une région du cerveau qui est impliquée dans la conscience de l'environnement. Donc, l'explication la plus plausible est que la transe cognitive auto-induite conduit Corinne à se focaliser sur des stimulations internes et à aiguiser ses sens tout en modifiant sa perception du monde extérieur. Alors, juste après chaque expérience, nous avons également demandé à Corinne de nous faire part de son ressenti subjectif. Il en ressort une impression d'éveil plus important en état de transe, ainsi qu'une modification de la perception du temps. En effet, lors des sessions de transe, ça lui semblait bien plus court que celles de repos, et alors que leur durée était bien en fait identique.
Et Corinne a également décrit être plus absorbée dans l'expérience de transe et ainsi être plus dissociée par rapport à l'environnement. Et enfin, Corinne a relevé la présence de sons, de mouvements corporels et d'émotions très fortes, comme notamment le sentiment de joie et l'envie de vouloir rigoler. Et donc ces résultats nous ont évidemment enchantés, mais par contre il est difficile de tirer des conclusions sur l'étude d'un seul cas. Et donc c'est pour cette raison-là que nous avons décidé par la suite de faire une étude similaire sur un groupe de transeurs. Et là, je laisse la parole à Audrey. Voilà, et chez ces 27 transeurs qui ont accepté de participer au protocole, nous avons tout d'abord enregistré leur activité cérébrale avec ces EEG. Vous avez vu ces casques qu'on pose sur la tête avec 256 électrodes, dans différentes conditions. En état de conscience ordinaire, on leur a demandé de fermer les yeux, de rester bien éveillés et penser à n'importe quoi. En état de conscience ordinaire, mais cette fois-ci, les yeux fermés, on leur demandait d'imaginer une transe, mais ne pas rentrer en transe. Et finalement, en état de transe cognitive auto-induite. Et ce que l'on a pu observer lorsque l'on compare la transe cognitive auto-induite à l'état de conscience ordinaire et l'état de conscience ordinaire avec l'imagination d'une transe, c'est que le cerveau réagit différemment. Particulièrement, on observe une augmentation des ondes gamma, qui sont des ondes rapides produites par le cerveau et qui sont reliées au traitement de l'information que l'on fait. On remarque également une augmentation des rythmes bêta, qui sont des rythmes qui sont habituellement observés quand on est en état d'éveil de vigilance, et simultanément une augmentation de rythmes plus lents, comme des ondes delta et theta, que l'on observe dans des états de méditation. Et puis, comme vous le voyez à gauche, on observe également une modification de la connectivité au niveau de ces différentes électrodes, dans tous les rythmes, au niveau des rythmes gamma, bêta, delta et theta, c'est-à-dire que les régions du cerveau dans ces ondes-là vont communiquer entre elles de manière différente. Toujours chez ces 27 transeurs, on a également enregistré l'activité de leur rythme cardiaque et de leur respiration dans les différentes conditions, et on a pu observer une augmentation du rythme cardiaque et une diminution de la respiration lorsque les personnes étaient en état de transe par rapport à un état de conscience ordinaire. Et à tous ces transeurs, on a également demandé de nous raconter en détail l'expérience qu'ils venaient de vivre en état de conscience ordinaire, lorsqu'ils imaginaient une transe et en état de transe. Et on a enregistré ces récits. Et grâce à une collaboration que l'on a faite avec Antoine Bioy, que vous allez entendre tout à l'heure, et Marie-Carmen Castillo, on a pu analyser le contenu de leurs récits et extraire les thématiques spécifiques qui s'en dégageaient. Et ce que l'on a pu observer, c'est qu'en transe, on observe un discours spécifique qui ne se retrouve pas en état de conscience normale ou lorsque les personnes imaginent une transe, avec des mots, comme vous pouvez le lire, comme transmuter, transformer, monter, et d'autres mots. Donc, en quelques mots, lorsque les personnes sont en état de transe cognitive auto-induite, le cerveau fonctionne différemment, le cœur, la respiration et le vécu subjectif est différent, puisque le discours et le contenu des discours est vraiment spécifique à cet état-là. Et puis, vous avez certainement déjà entendu ou lu Corinne raconter qu'elle porte un lourd tambour pendant plusieurs heures et que ça ne lui semble pas être un effort physique intense. Et donc, en tant que scientifique, on a voulu vérifier, est-ce que la transe modifie effectivement la force ? On a demandé à 19 transeurs, vous avez vu un extrait de vidéo, de mesurer leur force au niveau du bras avec ce hand grip, cette poignée qu'ils avaient en main, et au niveau de la jambe à l'aide d'un autre outil qui permet de mesurer la pression de la jambe. En état de conscience ordinaire, toujours en état de transe, et puis ce qu'on appelle post-transe, donc en état de conscience ordinaire après la transe. D'une part, objectivement, on voit qu'en effet, en état de transe, la force musculaire, que ce soit au niveau du bras et de la jambe, est plus importante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau subjectif, au niveau du ressenti de la personne, les personnes disent également ressentir une sensation plus intense de force, donc elles ont l'impression d'avoir plus de force, et en même temps ressentent cet effort comme étant moins pénible. Donc aussi bien au niveau objectif que subjectif, on voit que la transe va modifier cette force musculaire. Enfin, je terminerai par une dernière étude, si on peut revenir juste avant, merci, que l'on a commencé il y a 1 an, qui consiste à proposer à des patients qui ont eu un cancer et qui sont à moins d'1 an après la fin de leur traitement, d'apprendre soit l'auto-hypnose au choix,
soit de la méditation, soit de la transcognitive auto-induite. Et ces patients, on va les suivre dans le temps, on va les évaluer juste avant les apprentissages, juste après, 3 mois plus tard et 1 an plus tard, pour avoir un suivi à court, moyen et long terme. On les évalue comment? Comme ce que je vous ai présenté dans les autres études de Transor, on enregistre l'activité de leur cerveau, on enregistre les paramètres corporels, rythme cardiaque, respiration, et on va également enregistrer leur discours, leur récit après la transe, et finalement on leur fait passer toute une batterie de questionnaires qui globalement va nous permettre d'évaluer comment ces outils-là vont influencer leur qualité de vie, leur perception de la douleur, la détresse émotionnelle, etc. Et au bout de ces 4 ans d'études, on pourra alors donner plus d'informations sur l'intérêt d'utiliser la transcognitive auto-induite dans ce contexte en oncologie. Olivier et moi, nous sommes entourés d'une équipe de jeunes chercheurs qui sont très motivés et qui nous permettent de mettre en place tous ces protocoles de recherche que vous avez vus, et je les remercie. Je voudrais vraiment remercier l'Institut Transsciences et particulièrement Corinne qui nous a permis de mettre ces premières recherches au point. Et je voudrais également remercier les transeurs, il y en a parmi vous qui sont là, qui ont participé, qui vont participer à nos protocoles, les patients aussi qui ont participé à cette première étude, parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire. Donc merci pour votre patience face à toutes nos exigences et je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Voilà, bonne poursuite de soirée. Merci à vous.